Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Elle s'appelle Marjane Gahem, vous la connaissez, elle est déjà venue sur ce plateau, elle est avocate, inscrite au barreau de Mamoudzou. Elle est avec nous pour nous aider à comprendre les nouvelles décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a ancré un certain nombre de décisions. Marjane, bonjour. Dans le micro. Bonjour. Merci d'être avec nous si tôt. Marjane, il s'est passé des choses importantes qui sont passées quasiment inaperçues à Mayotte. Le Conseil constitutionnel, c'est difficile à dire, a ancré un certain nombre de décisions, notamment sur le délit de solidarité. Déjà, ça veut dire quoi? Alors, peut-être revenir très rapidement sur ce texte. Oui. Alors, vous avez l'article L622.1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoit que l'aide apportée à l'entrée, au séjour et à la circulation d'un étranger en situation irrégulière est passible de poursuite pénale. Bon, là-dessus, ça n'a pas changé, on est tous d'accord. Voilà. Et vous avez ensuite un article L622-4 qui prévoit 3 exemptions et en fait en réalité 2 exemptions. Une première qui concerne les membres de famille. Alors peut-être qu'on reviendra dessus, c'est-à-dire que ne peuvent pas faire l'objet de poursuites les ascendants, descendants, le conjoint de l'étranger en situation irrégulière. Ce qu'on appelle l'immunité familiale. C'est cela. On y reviendra. Et les personnes physiques ou morales qui apportent une aide à un étranger en situation irrégulière face à un danger, on dit, actuel et imminent, nécessaire à la sauvegarde de sa vie et sans qu'il y ait lieu à contrepartie. Alors ça veut dire quoi? Voilà. Alors cet alinéa a été introduit par la loi du 31 décembre 2012, dite la loi Valls, et qui venait soi-disant abroger le délit de solidarité. Parce qu'en fait, ce texte, donc le premier texte dont je vous ai parlé tout à l'heure, a été introduit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et il visait à condamner des réseaux de passeurs, des réseaux de trafic d'êtres humains. Et finalement, petit à petit, on commençait à être poursuivis et tomber sous le coup de la loi pénale des gens lambda, j'ai envie de dire comme vous et moi, qui vont apporter une aide à une personne. Alors oui, elle est en situation irrégulière, mais vous ne le savez pas forcément. Et une aide, en tout cas, qui est complètement désintéressée. Genre, je prends quelqu'un en stop avec ma voiture, cette personne est en situation irrégulière, je ne le sais pas, je peux être condamné. Alors, c'est un mauvais exemple, parce que jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel, et c'est là où l'insécurité juridique, elle était croissante, seule l'aide au séjour pouvait être exemptée. L'aide à la circulation, même dans le territoire, elle pouvait tomber sous le coup de la loi pénale. D'accord. Donc, prendre quelqu'un en stop et le faire circuler sur le territoire pouvait être passible de poursuite. Et d'ailleurs, Pierre-Alain Manoni avait été poursuivi notamment pour avoir pris en stop des personnes qu'il voulait emmener à l'hôpital. Alors, cette insécurité juridique croissante, c'est ça qui va expliquer la saisine du Conseil constitutionnel. Alors là aussi, très rapidement, qu'est-ce qu'une QPC? Une question prioritaire de constitutionnalité. Je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais en France, il n'y a pas de contrôle a priori des textes par le Conseil constitutionnel. Pour que le Conseil constitutionnel intervienne, il faut impérativement que 60 députés ou 60 sénateurs le saisissent. Dans ce cas, quand ce n'est pas fait, eh ben, la loi Sarkozy, enfin une des lois Sarkozy a prévu la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel d'une QPC. La QPC donc permet de demander au Conseil constitutionnel est-ce que cette loi, qui existe déjà, qui a été adoptée, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Et là, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il va nous répondre dans ce cas précis du délit de solidarité? Tout d'abord, il recadre en disant que la lutte contre l'immigration clandestine, et je pense que c'est important de le rappeler parce que j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux à Mayotte qui sont complètement erronées, participe à la sauvegarde de l'ordre public. Donc, pour le Conseil constitutionnel, c'est très clair, il y a un objectif à valeur constitutionnelle qui est la sauvegarde de l'ordre public et qui est la lutte contre l'immigration clandestine. D'accord. Mais cette lutte contre l'immigration clandestine, elle doit être conciliée avec un autre principe à valeur constitutionnelle, qui est le principe de fraternité. Alors, c'est quoi le principe de fraternité, Marjane? Alors, le principe de fraternité, il est inscrit sur tous les frontons de toutes les mairies. Égalité, égalité, fraternité. Voilà. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne lui avait pas donné beaucoup de sens. Alors, le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce principe de fraternité, en fait, c'est tout simplement lorsqu'une personne va agir avec un but désintéressé, dans un but humanitaire, pour apporter une aide à une personne. Peu importe qu'elle soit en situation régulière ou pas. Tout à fait. Ok. Mais, un bémol, cette aide, même si elle est désintéressée et qu'elle vise à permettre l'entrée de l'étranger sur le territoire, elle n'est pas exemptée. Bien sûr. L'aide à l'entrée, elle tombe toujours sous le coup de la loi pénale. Donc le Conseil constitutionnel va dire quoi? Il va dire, premièrement, l'aide à la circulation et l'aide au séjour doivent être exemptées, enfin au même titre, puisque aider quelqu'un à circuler sur le territoire, en fait, ça ne poursuit pas un objectif illicite. Sauf si on lui demande, si on fait le taxi et qu'on en retire un profit. Alors non. Alors,
Ça c'est compliqué. On va voir ce que dit le législateur. On va voir D'accord. ce que dit le législateur puisque le taximan n'a pas l'obligation de demander les papiers à la personne qu'il va transporter. Ouais. Est-ce que la SNCF demain va être poursuivie pour avoir mis dans son train des personnes en situation irrégulière qui ont acheté leur billet au guichet? Jusqu'à preuve du contraire, quand vous achetez votre billet à un guichet SNCF à Paris ou à Marseille, on vous demande pas votre Une pièce document d'identité. Non. Donc là-dessus, c'est extrêmement compliqué. Alors, ce qui est peut-être important aujourd'hui d'indiquer, c'est que ce délit de solidarité, il a permis des condamnations absurdes. Par Et exemple, je pense que, par exemple, une personne qui a été poursuivie, alors je crois qu'elle était même retraitée, hein, une bénévole d'une association, pour avoir rechargé des téléphones portables de personnes à la rue, a été poursuivi puis relaxé, donc ça veut dire qu'il a été quand même poursuivi devant le tribunal correctionnel, un pasteur ou un prêtre qui avait offert donc l'asile finalement dans son église, avait ouvert les portes de son église à des populations, à des personnes en situation irrégulière et qui se trouvaient à la rue. Alors que c'est sa vocation, normalement. Et que c'était désintéressé. Et que c'était parfaitement désintéressé. En fait, moi, ce qui me semble très important ici, c'est de rappeler que ce n'est pas aux citoyens de participer à la lutte contre l'immigration clandestine. Le citoyen que nous sommes, il peut, à un moment donné, aider une personne parce qu'il souhaite le faire. Et que, à Mayotte particulièrement, moi j'ai le sentiment, des fois, qu'on met cette responsabilité sur la population. Et qu'il y a une réelle inversion des rôles. Lorsque j'ai essayé de quantifier, j'y suis pas arrivée, depuis 2 ans, toutes les prises de parole publiques, que ce soit du préfet, du procureur ou d'autres autorités publiques, qui parlent des attestations d'hébergement de complaisance, des poursuites qui pourraient être engagées à l'encontre de personnes qui vont domicilier des personnes en situation irrégulière. Et alors, j'ai pas eu connaissance de poursuite, peut-être que vous en avez eu. Moi, j'ai pas eu connaissance de poursuite, mais ce qui est certain, c'est que si la personne donne juste une attestation de domiciliation sans aucune contrepartie à une personne en situation irrégulière, je vois pas comment elle pourrait être poursuivie. Et si elle est poursuivie, je vois pas comment elle pourrait être condamnée. Et surtout avec ce que vient de rappeler le Conseil constitutionnel. Marjane, avec ce que dit le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, je peux donc louer une maison digne ou un appartement digne de ce nom, un loyer normal, pas exagéré, à une personne en situation irrégulière. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai le droit? C'est difficile de vous répondre puisque si je vous dis ça et que demain il y a des poursuites, la personne va dire mais j'ai entendu dire que je pouvais le faire. Mais que dit le Conseil constitutionnel? Alors, le Conseil constitutionnel dit que si une prestation d'hébergement est offerte dans un but désintéressé, déjà, elle n'est pas susceptible de poursuite. Là, après, louer quelque chose de décent, j'ai envie de faire le parallèle, moi, avec une enseigne de supermarché qui vend des cartons de Mabawa aujourd'hui à Mayotte. Est-ce qu'elle est poursuivie pour avoir vendu? Est-ce que EDM est poursuivi pour avoir fourni de l'électricité? Parce qu'une personne en situation irrégulière, c'est tout et n'importe quoi. Une personne qui a un titre de séjour aujourd'hui, supposons pour maladie, et que ce titre de séjour n'est pas renouvelé, sous l'empire de son titre de séjour a conclu des contrats. Il reste dans le domicile. Est-ce que le loueur a l'obligation de mettre fin? Moi, je ne connais aucun texte qui dit que le loueur doit vérifier la régularité du séjour de son locataire. C'est le cas pour les salariés, par contre. Pour les salariés, c'est On différent. doit vérifier en permanence les cartes de séjour. Pour les salariés, c'est différent. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Marjane. Tout ce que vous dites est parfaitement clair, hein, je vous rassure. Mais je voudrais encore clarifier les choses parce qu'il y a un point que les gens pourraient mal prendre. C'est-à-dire que, imaginons, une personne qui a un terrain accepte d'accueillir sur son terrain des gens gratuitement pour qu'ils puissent s'abriter même sous un manga. Ok, les conditions sont pas terribles. En effet, le propriétaire du terrain peut ne pas être condamné ou poursuivi, eu égard à cette décision du Conseil constitutionnel, mais ça n'exempte pas les personnes qui sont en situation régulière d'une obligation de quitter le territoire français. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas protégées pour autant si elles sont hébergées. Ah mais non, c'est ce que c'est je suis en train de dire. Lorsque je dis que les citoyens ne doivent pas être des acteurs de la lutte contre l'immigration clandestine, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État a des prérogatives régaliennes. Et c'est à l'État de faire le nécessaire pour réguler peut-être cette immigration. Mais ce n'est pas aux citoyens de devoir, eux, faire le rôle. Et là où je vous dis qu'il y a une inversion à Mayotte, c'est que suite à ces fameux tracts des mairies distribués dans les boîtes aux lettres, rappelant ce texte, mais avec aucune explication, eh ben vous avez eu des personnes qui sont senties pousser des ailes, excusez-moi, et qui sont mis à décaser. Et qui étaient convaincus d'avoir un blanc-seing des autorités. Dans la seule affaire de décasage, moi, que j'ai eu à plaider, la prévenue, et je la crois, en toute bonne foi, elle l'a redit en appel, elle a dit qu'elle pensait agir dans son bon droit. Alors bon, ma cliente, moi en plus, est en situation régulière, mais elle pensait agir dans son bon droit.
Et je pense que certains membres des collectifs pensent agir dans leur bon droit. Quant au mois de mars 2018 encore, vous avez le collectif des citoyens du Nord ou un autre collectif à Kanikeli qui incendie des domiciles, qui détruit des bangas. Il faut leur rappeler qu'ils n'ont pas le droit. Alors ça, je pense qu'ils le savent parce que la plupart agissent couverts. Et peut-être aussi indiquer à ces personnes qu'elles peuvent être condamnées, elles peuvent être poursuivies d'une peine allant jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Le code pénal prévoit que l'incendie d'un domicile justifié, enfin motivé par l'appartenance à une nation, à une ethnie ou à une origine quelconque, c'est 20 ans d'emprisonnement. C'est une peine criminelle. Mais Marjane, est-ce que le Conseil constitutionnel peut prendre en conséquence, en question, la problématique des personnes qui vivent ici? Je m'explique. L'histoire du terrain, c'est mon terrain. Je l'ai depuis mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il y a des gens qui sont venus sur ce terrain-là, que j'ai peut-être facilité, dont j'ai peut-être facilité l'implantation. C'est vrai, c'est pas moi, c'était mon grand-père qui l'avait fait. Mais ils sont là. Je n'arrive pas à les faire partir. J'ai besoin de ce terrain pour construire une maison, pour faire pousser peu importe la raison. Je n'arrive pas. L'État n'arrive pas à les faire partir. Le ras-le-bol de certaines personnes est compréhensible. Alors, évidemment. Mais c'est là où j'en reviens à la décision du Conseil constitutionnel. Alors, on quitte la décision du Conseil constitutionnel, mais je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est quand il dit il s'agit là de concilier différents principes. Ouais. Là, vous me parlez de deux principes. Le droit de propriété et le droit des personnes qui sont sur ce terrain de mener une vie privée familiale. Et là aussi, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans un récent arrêt. Justement, alors ça concerne des populations roms, mais moi parfois je fais des parallèles en fait entre les populations roms en métropole et leur traitement et les populations d'origine étrangère à Mayotte, Il y a des vraies puisqu'elles sont un peu, ressemblances, ouais. elles sont un peu installées dans les mêmes conditions de précarité. Et que dit la Cour européenne? Elle dit certes il y a un droit de propriété, mais il faut envisager le relogement, le droit au relogement de ces populations. Et en fait, si vous voulez, à Mayotte, le serpent il se mord la queue parce qu'on n'a pas suffisamment d'offres de logement, que le seul bailleur social n'a pas de logements sociaux à proposer, que les logements sociaux sont réservés aux personnes qui ont une carte de résident ou de nationalité française. Ça veut dire que même à supposer qu'on ait un titre de séjour d'1 an, alors en principe on pourrait prétendre à un logement social, mais comme la commission qui étudie les logements sociaux réserve les logements sociaux aux personnes qui sont allocataires et que la personne titulaire d'un titre de séjour d'1 an à Mayotte, contrairement à la métropole, n'a pas d'allocation logement, elle n'a pas accès aux logements sociaux. Mais il y a une priorité inversée dans l'histoire. Alors, c'est politique, bien évidemment, mais si une personne est en situation irrégulière, la question ne devrait pas se poser. C'est une reconduite à la frontière. Alors que là, si on la sort d'un logement alors qu'elle est en situation irrégulière, on pense d'abord à la reloger. Mais ça dépend. Parce qu'elle peut être en situation irrégulière, et c'est pour ça que j'en reviens à cette histoire d'attestation de domiciliation, tout en ayant un droit au séjour. Sinon, moi, j'aurais pas d'activité. Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, dans mon cabinet, je fais pas la révolution tous les jours. J'ai des gens qui sont là depuis 95, 94, qui ont 3, 4 enfants français, qui ont de la famille et qui ont toujours pas un titre de séjour. Ou alors, qui en avaient un et qui ont pas pu le faire renouveler parce que, justement, l'ami, le voisin, le frère, celui qui leur versait l'attestation de domiciliation, ne veut plus de peur d'être poursuivi. Parce qu'il a entendu dire à la radio, à la télé, qu'il pouvait éventuellement être condamné à 5 ans d'emprisonnement. Mais en effet, il n'y a pas qu'un seul cas d'étrangers en situation régulière. Après, il faut examiner, c'est à à du cas l'état. par cas, quoi, en fait. Mais c'est du cas par cas. Ouais. Et je pense qu'ici, des fois, on va trop vite. Ouais. On essaye de... Voilà. Ouais. C'est une question complexe et je pense que l'État a vraiment son rôle là-dedans. Marjane, c'est quoi l'immunité familiale? Ça veut dire quoi exactement? Alors ça, je pense que c'est très important et c'est très important parce qu'un jour, moi, j'avais eu au cabinet, je vous prends cet exemple parce que je pense que le beau-père, un beau-père français qui avait fait les démarches pour que son gendre ait un visa pour leur rendre visite et le gendre avait décidé à la fin du visa de se maintenir sur le territoire. Alors, bien sûr, le beau-père, il n'y peut rien. Donc, il vient me voir et il me dit, moi, j'arrête pas de recevoir des coups de fil de la police aux frontières qui me dit que je vais être poursuivi, que je dois faire le nécessaire pour que mon gendre reparte et tout ça et tout ça. Et là, je lui ai dit, mais non, vous êtes couvert par cette immunité familiale. Votre gendre, il y a un mariage civil, alors attention, il y a un mariage civil, c'est votre gendre, vous ne pouvez pas être poursuivi pour aide à l'entrée. Et ces immunités familiales, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, dans le code pénal, on en a tout un paquet. C'est-à-dire que même la dénonciation de crime, si demain vous avez le pire des criminels qui est votre enfant ou votre grand-mère et qu'elle vient se réfugier chez vous, vous n'avez pas l'obligation de le dénoncer. Et heureusement.
Ça, c'est toute une construction ancienne du code pénal. Et tous ces changements, pour conclure, Marjane, tous ces changements ne risquent-ils pas de ressembler à un appel d'air, à un appel de toute l'Afrique à venir ici en territoire français, puisqu'on a quand même des frontières assez poreuses, faut-il le rappeler, ça c'est un constat, personne ne peut dire l'inverse, très facile de rentrer sur Mayotte, vous parliez tout à l'heure en antenne des centaines de plages que l'on a ici à Mayotte, est-ce que l'appel d'air n'est pas évident sur ce coup-là? je déteste cette expression, Ouais, appel d'air, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Mayotte, aujourd'hui, je pense, est la frontière européenne la plus facilement franchissable, éventuellement avec la Guyane, mais la frontière européenne la plus facilement franchissable et la plus proche de territoires en crise. Ouais. Ça, c'est une réalité. Depuis que l'Union des Comores a pris son arrêté pour interdire, enfin refuser le retour des ressortissants comoriens, on a constaté qu'il y a plusieurs Kwassa qui ont débarqué d'un coup d'Afrique. Moi, j'en déduis quoi? Enfin, avec des Africains à bord. Ouais. J'en déduis quoi? J'en déduis que ces mêmes Africains étaient bloqués aux Comores avant ça. Et il y a eu plusieurs personnes qui m'ont raconté des récits comme ça d'autorités comoriennes qui sont très virulentes. La police comorienne qui est très virulente. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vont encore plus venir. On en parlait tout à l'heure. On doit faire le compte. Le million de Sud-Soudanais qui se trouvent actuellement en Ouganda. Quand est-ce que l'Ouganda va refuser d'accueillir tout le monde? L'Ouganda et la Turquie sont les deux pays qui accueillent le plus de réfugiés. Le continent africain, c'est celui qui accueille le plus de réfugiés. C'est pas nos régions qui sont envahies. C'est pas le département de Mayotte qui est envahi. Le jour où les pays africains limitrophes vont arrêter de faire cette politique, là, Mayotte va être réellement envahie. Donc je pense qu'il faut effectivement repenser cette politique. Il serait sérieusement temps de la repenser. Comment? Je pense que ça va prendre du temps, mais il faut la repenser parce que, vu le contexte actuel en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Burkina, en Érythrée, en Somalie, pour l'instant, on n'a rien. On n'a rien, et donc Mayotte ressemble de plus en plus à un ghetto, avec des personnes en situation irrégulière qui arrivent à rentrer. Pour le moment, à la minute où on parle, ça a peut-être changé tout à l'heure, à 7h30 avec le préfet sur ce plateau, pas de reconduite, donc ils ne repartent pas, ni aux Comores, ni repartir ou partir ailleurs avec un titre de séjour éventuel qui leur permettrait d'aller ailleurs. On est dans le cadre d'un véritable ghetto, et c'est pas prêt de s'arranger. Dans la situation actuelle. Non, c'est pas prêt de s'arranger. Alors depuis que les Comores ont bloqué leurs frontières, il y a quand même des interpellations toutes les semaines, avec des arrêtés portant obligation de quitter le territoire, avec assorti d'interdiction de retour sur le territoire, ce qui veut dire que ces personnes, si elles ne contestent pas ces mesures d'éloignement, et pour la plupart elles les contestent pas parce qu'elles sortent de rétention, donc elles mélangent tout, elles sortent de rétention mais elles sont encore sous le coup d'une mesure d'éloignement, et demain elles ne pourront pas régulariser leur situation. Donc on est aussi en train de créer un territoire rempli de gens qui ne seront pas régularisables, mais qui seront peut-être, pour la plupart, non expulsables. Les fameux Nini. Mais encore une fois, quand est-ce qu'on va empêcher des gens d'avoir des relations amoureuses, des relations sexuelles, de faire des enfants et d'être établis? Situation extrêmement compliquée. Samuel, pour conclure, un dernier truc. Je suis en train de réaliser qu'en fait, le problème de Mayotte va passer par le développement économique des Comores. Si les Comores sont développées économiquement, elles se protégeront plus de cette invasion qu'elles subissent elles aussi. Comores et Afrique. Parce que Marjane le disait. Mais je pense aussi, par voie de conséquence, à la Tanzanie, qui a un champ pétrolifère. Un développement économique, essayer une autre politique, je pense, étrangère aussi, parce que les guerres en Afrique, enfin voilà, ce sera un débat. Peut-être une autre vision de la notion de frontière aussi. Et aussi une autre vision de la notion de frontière, parce que je pense qu'on n'a pas encore les réfugiés climatiques. Non, mais on est dans un monde, en raison. plein bouleversement où les gens vont fuir et continueront toujours à fuir. Le peuple africain la Méditerranée est un cimetière. On parle de la frontière Mayotte-Comores, mais la Méditerranée, le nombre de morts. Et aujourd'hui, en plus, très récemment, j'ai appris qu'ils payaient plus de 5 000 $ chacun pour venir depuis le Burundi. Merci infiniment Marjane, il est déjà 7h, on est très très en retard, on y voit plus clair. Oui, Mayotte a encore du souci à se faire. Oui, vite, il va falloir trouver des solutions pour régler la situation. Je sais, on est dans le yak à faucon, mais nous, on est là que pour constater. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.